terme d'un hiver qui, pendant 7 mois, a plongé la montagne tout entière dans une torpeur blanche et froide, la vie reprend. La nature se réveille. Les premières fleurs exaltent leur couleur printanière et les premiers insectes reprennent leur laborieux travail de butinage. La montagne se réchauffe, doucement, pour renaître une nouvelle fois. Les premiers troupeaux gagnent les alpages, symbole d'un printemps qui désormais est bel et bien là. D'un printemps tardif, mais qui par enchantement ressuscite la vie. Une vie tant attendue par certains animaux, comme ce véritable petit pantin aux allures presque humaines. Marionnette légendaire des montagnes qui passe les 2/3 de sa vie sous terre. Au printemps, la marmotte ressuscite elle aussi. Et jusqu'à l'automne prochain, entend bien profiter pleinement de cette vie. Début juillet, pour la première fois, les marmottons pointent le nez dehors. Ils sont 4. Sans jamais s'éloigner trop loin du terrier dans lequel ils sont nés, ils explorent les environs, où tout est nouveau. D'un monde obscur, ils passent enfin à un monde de lumière où chaque élément a sa propre couleur. À présent, ils se nourrissent seuls. Dès lors qu'ils quittent le terrier, la mère ne les allaite plus. Elle vient leur rendre visite, profite encore de quelques câlins, mais elle se désintéresse rapidement de sa progéniture, âgée seulement de quelques semaines. Devant l'insouciance des jeunes, son rôle ne se résumera plus qu'à la surveillance des alentours. Ce qu'elle fait le plus souvent avec l'aide du père qui, même s'il bâille, reste extrêmement vigilant. La mère n'allaite plus, mais elle n'a pas pour autant perdu son appétit légendaire. Elle profite de l'herbe encore bien verte qui bientôt, sous l'écrasante chaleur de juillet, se desséchera. À 6 semaines, les marmottons pèsent tout au plus un demi-kilo, pour une taille d'environ 20 cm. De véritables petites marmottes miniatures. Livrés en quelque sorte à eux-mêmes, sous contrôle parental à distance, ils passent la plus grande partie de leur temps à jouer. Le jeu s'arrête immédiatement dès que la mère lance son cri strident, synonyme de danger. Instinctivement, les marmottons en connaissent la signification et plongent aussitôt au fond du terrier. Leur voisine, la poule lagopède, ne couve plus. Les œufs viennent d'éclore. Bien plus discrets que les marmottons par leur taille et dans leurs attitudes, les poussins quittent le nid dès la naissance pour suivre leur mère. Un simple réflexe de défense contre de nombreux prédateurs terrestres et aériens. Tant que les petits ne volent pas, la discrétion est vitale. À la même altitude, on rencontre l'Edelweiss,
symbole de la flore alpine. Elle fleurit uniquement pendant l'été, comme de nombreuses autres fleurs. Septembre. Après les orages de l'été, les alpages reverdissent. Les 4 marmottons ont quitté le gîte familial. Ils ont désormais un peu plus de 3 mois et pèsent maintenant 2 kilos. En 8 semaines, ils ont multiplié par 4 leur poids. Et ce n'est que vers 2 ans qu'ils atteindront leur poids d'adulte de 4 à 5 kilos. Les jeunes restent ensemble jusqu'à leur maturité sexuelle, qu'ils atteignent vers l'âge de 2 ans. Et s'ils ont grandi, ils n'ont pas perdu pour autant cette irrésistible envie de jouer. Pendant toute l'année, la vie de la montagne est rythmée par les sifflements aigus de la marmotte, aux significations multiples, sauf à l'automne, où la montagne devient le théâtre d'un amour retentissant, celui du cerf. De son brame rauque et puissant que l'écho renvoie de vallée en vallée, il s'approprie toute la montagne, dans le seul espoir de courtiser les biches. « 2000 mètres d'altitude, là où l'on rencontre les derniers troupeaux de vaches. Les chamois parfois, mais aussi les marmottes. Elles colonisent presque tous les étages alpins entre 800 et 3000 mètres d'altitude. Elles occupent surtout les versants sud, où la neige fond le plus tôt, et choisissent un territoire où la nature du sol leur permet de creuser des terriers suffisamment profonds. Mais là aussi, le danger existe.
Le manque de vigilance a été fatal à cette marmotte. Sa congénère l'avait pourtant prévenu du danger. Il est rare que l'aigle royal, ce terrible chasseur, parvienne à attraper une marmotte adulte. L'essentiel de son régime alimentaire est constitué de marmottons, surtout au mois de juillet, à leur sortie du terrier. Il n'y a rien de cruel ni rien de triste, juste la loi de la nature, la loi du plus fort. Comme la marmotte parfois qui oublie son régime herbivore pour manger quelques insectes et même quelques oisillons. Pour les autres marmottes, la vie continue, comme si de rien n'était. Alors qu'octobre se fait de plus en plus ressentir, elles préparent l'hibernation et récoltent le foin indispensable à l'aménagement de leur terrier. La véritable orgie de nourriture à laquelle la marmotte se livre pendant tous les mois d'été continue. À l'automne, elle atteint alors son poids maximal qui frise l'obésité. Sa réserve de graisse représente plus de la moitié de sa masse corporelle. Sa survie hivernale est alors assurée. La chambre d'hibernation semble fin prête, exception faite des derniers aménagements qui relèvent plus du confort que de la nécessité. L'été, la température interne de la marmotte avoisine les 38 degrés. À l'automne, elle chute par palier pour atteindre dans un premier temps 12 degrés. L'horloge interne s'est déclenchée. L'hibernation commence. C'est l'une des stratégies d'adaptation au froid les plus complexes du monde animal. Ce processus entraîne d'importantes modifications du comportement et du métabolisme de la marmotte. 5 mois de noir absolu enfouis sous terre. Température du corps, 8 degrés. Respiration, 1 par minute. Rythme cardiaque, 10 pulsations minutes. Dépenses énergétiques, faibles. Sur le dos, en boule, la marmotte vit au ralenti. Dehors, c'est le monde de l'hiver, où les animaux tentent de survivre. Pour lutter contre le froid, chacun développe son propre mécanisme de défense. Certains migrent, d'autres se mettent à l'abri avec des réserves de nourriture. D'autres, enfin, grâce à une fourrure épaisse et d'importantes réserves de graisse, résistent aux températures les plus basses. Sous l'épais manteau neigeux, il n'est pas facile de trouver sa nourriture, qui de surcroît n'a qu'une faible valeur nutritive. Les animaux se déplacent le moins possible et cherchent par tous les moyens à économiser leur énergie. Pourtant, certains d'entre eux vont devoir en dépenser beaucoup. Pour le chamois, comme pour le bouquetin, décembre est un mois important, celui des amours. Et quand il s'agit d'assurer la pérennité de l'espèce, aucune économie, même vitale, n'est envisageable. Bien au contraire.
Début mars, dans la chambre principale du terrier, la vie reprend. En 24 heures, le cœur de la marmotte passe de 10 à 60 pulsations minutes. La température de son corps remonte à 20 degrés et sa respiration devient visible. Elle se toilette et toilette ses congénères. Puis, la torpeur revient. Le réveil définitif aura lieu dans quelques jours. Au fil des jours qui s'allongent, la montagne abandonne son manteau de neige pour laisser apparaître clairières et sapins. Avril est proche. Dans la brume légère du petit matin, le chuintement sauvage des tétralyres célèbre le printemps. Danse sempiternelle, roucoulement, intimidation. La rivalité amoureuse a bel et bien commencé. Soudain, le combat entre les coqs éclate. La poule vient d'arriver dans l'arène. La parade nuptiale des tétralyres est un des spectacles les plus étranges que nous offre la nature. Premier jour d'avril. C'est la première apparition à l'air libre. Après 5 mois passés au fond du terrier, la marmotte passe du noir absolu au blanc éclatant du manteau neigeux. Pendant l'hibernation, la marmotte a perdu la moitié de son poids. Très vite, il va lui falloir reprendre des forces. Mais tout d'abord, il faut changer la litière usagée, car bientôt la femelle marmotte mettra au monde 4 ou 5 petits marmotons et parfois plus. Partout où la neige a fondu, l'herbe séchée par le froid est méticuleusement récoltée grâce à ces 2 paires d'incisives tranchantes comme un rasoir. En général, les 2 parents s'acquittent des tâches familiales. Mais quand il s'agit de nettoyer et d'aménager ce qui sera la future maternité, la mère est souvent bien seule. Et le père
pourtant bien intentionné, se fait signifier qu'il est un peu en retard. La litière est déjà prête et sa récolte est devenue inutile. Mais la dispute est de courte durée et ne saurait en aucun cas émousser les bonnes relations du couple. Un couple solidaire, le plus souvent uni pour la vie, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Mais si tel est le cas, le survivant refuse la solitude et reforme aussitôt un nouveau couple. Au sein du ménage, le jeu est très fréquent. Dans un premier temps, les tourtereaux se flairent en signe de reconnaissance mutuelle. On dirait même qu'ils s'embrassent. Ils établissent en fait un contact entre leurs glandes odoriférantes, situées à la commissure des lèvres. Puis, le jeu s'accélère. À cette époque, on pourrait même penser que le mâle courtise sa femelle, tant ses comportements ressemblent à ceux de la parade nuptiale. Mais l'accouplement, qui a lieu début mai, se déroule le plus souvent dans le terrier, en toute discrétion. Aussi discrète et furtive que peut l'être une hermine quand elle ne se livre pas elle-même à un manège aussi inexpliqué. Au début du printemps, la neige reste encore la maîtresse des lieux et ne facilite pas la recherche de nourriture. La marmotte, elle, explore les zones déneigées où, par bonheur, elle trouve les premiers crocus, qui disparaissent à vue d'œil devant son appétit gargantuesque. Plus rien à manger pour son cousin l'écureuil. En effet, la marmotte est le plus gros des écureuils terrestres. Elle appartient à la famille des suridés. Ses incisives à croissance continue la classent aussi dans l'ordre des rongeurs. Et puisqu'elle allaite ses petits, c'est également un mammifère. Comme souvent en montagne, l'hiver repousse le printemps. Il neige parfois très tard, jusqu'au mois de mai. Devant le froid qui s'éternise, les animaux s'impatientent. Ils ont faim. L'aigle, qui s'est contenté de carcasses pendant tout l'hiver, recommence à chasser. Si la neige lui facilite le repérage de ses proies, et malgré sa vue extrêmement perçante, le mauvais temps et le brouillard compromettent fortement sa chasse. Une véritable aubaine pourtant pour le renard, qui peut alors vagabonder en toute discrétion pour mieux surprendre ses victimes. Il est bien amaigri, lui aussi, par les rigueurs de l'hiver, et ce printemps, trop timide, n'arrange pas ses affaires. Les renardeaux sont nés et crient famine. Nourrir tout ce petit monde n'est pas une mince affaire.
L'ennemi est repéré. La vigilance et l'excellente vue des marmottes adultes, sans cesse sur le qui-vive, sont des obstacles de taille pour ces prédateurs. La retraite s'impose. Toujours lancé par une sentinelle, le sifflement de la marmotte se forme dans le larynx. Ce cri profond et plaintif a pour but d'alerter. Il existerait même un code, cri unique pour un danger aérien et cri répété pour un danger terrestre. L'alerte fige immédiatement les marmottes, puis les incite à rejoindre leur terrier. De là, elles peuvent identifier le danger et se cacher en un éclair si celui-ci se confirme. Avec le beau temps, arrivent les premières disputes. L'objet du conflit n'est pas bénin. Un jeune mâle rejeté du territoire parental cherche l'hospitalité au sein d'une autre famille. Mais l'intrusion n'est pas bien perçue. Devant l'insistance de l'intrus, un des membres de la famille se charge de lui apprendre les bonnes manières. Et puis, tout le monde s'en mêle. Chez la marmotte, espèce hautement sociale, les conflits sont pourtant rares. Ils éclatent entre mâles au moment de la reproduction, entre parents et enfants quand l'âge de quitter la famille survient, et puis, comme ici, en cas de non-respect des limites territoriales. Les battements de la queue expriment une excitation qui va en fonction de l'intensité et du sens, de l'amusement au mécontentement. Quand elle fouette en décrivant des mouvements circulaires, le combat est imminent, violent et parfois mortel. Début juin. Dans le terrier, les marmotons sont nés. Faibles, sans poils, les yeux fermés. Ils n'ont aucune défense. Ils ne pèsent que 30 grammes. Leur bouche, elle, est ouverte pour deux choses, téter et crier. Les yeux et les oreilles s'ouvriront plus tard, dans quelques semaines. Pendant les 5 semaines où les bébés resteront dans le terrier, la mère alterne sorties et visites à ses petits. Les marmottes vivent en groupe de quelques individus. Chaque famille a un territoire bien délimité. Les parents président, bien naturellement, et les jeunes, issus de portées successives, s'accommodent du règlement parental. L'essentiel de la vie du groupe s'organise autour du terrier principal qui se trouve toujours à proximité d'un promontoire.
lieu de surveillance, de repos, de bains de soleil, de jeux et parfois même d'alimentation. Les toilettes ne sont jamais bien loin, car les crottes ne sont pas déposées n'importe où. Une telle concentration d'odeurs familiales garantit une bonne protection du territoire. La coopération entre membres de la même famille, et plus particulièrement au sein du couple, est d'usage. Et la toilette mutuelle est signe de bonne entente. Nos 4 marmottons de l'année dernière ont maintenant bien grandi. Mais ils n'ont rien perdu de leur jeunesse ni de leur vivacité. À présent, le soleil de juin s'impose largement et redonne à la nature tout entière la joie de vivre qui lui manquait. La chaleur et l'abondance sont de retour pour tous les animaux de la montagne qui, pendant la moitié de l'année, doivent s'accommoder du froid et du peu de nourriture.
L'alerte de la petite sentinelle ne laisse jamais indifférents les autres animaux. Ils savent bien que ces sifflements sont toujours justifiés. Et même si le faucon cresserelle ne représente aucun danger pour la marmotte, et encore moins pour le bouquetin, il est perçu comme tel. C'est à la prudence qu'elle doit son salut. Elle ne l'oublie jamais. Le grand corbeau non plus n'a rien à craindre du petit faucon. Mais on ne sait pourquoi, la querelle entre rapaces et corvidés est inévitable et vieille comme la nuit des temps. Immobiles devant le terrier, les parents suivent toujours le danger des yeux jusqu'à sa disparition complète. Les jeunes mangent et s'amusent. Au sein de la famille, les différents membres ne s'adonnent jamais à la même occupation au même moment. Encore une fois, c'est une question de prudence. Le jeu est une règle de vie pour les marmotons. Il permet de maintenir le contact entre les membres du groupe et d'entretenir de bonnes relations. Mais il n'est pas innocent. Le jeu contribue à l'apprentissage des rudiments de combat qui serviront plus tard. Les divertissements sont variés. Simulacres de boxe, roulades, glissades et poursuites. Pendant ce temps, les parents s'adonnent sans cesse à une multitude de tâches qui permettent l'amélioration de l'espace vital. Tout en se nourrissant, ils entretiennent le marquage du territoire. C'est un phénomène que l'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'espèces. À l'image de ce chevreuil qui dépose sur les arbres de son domaine de véritables bornes olfactives, grâce à ses bois. La marmotte, elle, utilise ses joues qui possèdent des glandes dites jugales. Après avoir gratté le sol de ses pattes avant, elle les frotte sur la terre pour déposer la substance odorante. C'est aussi grâce à ces glandes qu'elle marque l'entrée de ses terriers. À la belle saison, fini les plantes coriaces et les racines. La marmotte se délecte de l'herbe verte et des jeunes pousses bien tendres. Trèfle, pissenlit, plantain, renoncules. Le menu est varié. Les repas ne s'éternisent jamais, mais en contrepartie, ils sont très fréquents. Un marquage et au trou. Dans le terrier, la marmotte se dirige grâce au contact de son corps et surtout à la sensibilité de ses moustaches. Le terrier principal est un système complexe de galeries, entre 10 et 20 mètres au total, qui aboutissent à différentes chambres et à de nombreuses sorties. Aux alentours du terrier principal et à plusieurs endroits de son territoire, la marmotte creuse des terriers secondaires sans ramification. Quelques mètres seulement qui servent de refuge en cas de danger immédiat. Un travail difficile, mais efficace.
L'ensemble du réseau souterrain est entretenu, modifié et aménagé par l'ensemble du groupe, mais aussi de génération en génération. Fin juin, l'aiglon, perché dans sa falaise, où rien ne saurait le déranger, a désormais sa taille adulte. Ses parents l'ont bien nourri, au menu renard, cabri et marmotte, déposés presque quotidiennement, en prévision des mauvais jours. Son duvet blanc disparaît rapidement au profit des plumes noires. Son envol est programmé dans un mois environ. Alors, dos à la falaise, pour ne pas voir le vide, il s'entraîne. L'exercice lui permet de forger sa musculature dont il aura tant besoin pour s'envoler. Le soin qu'il apporte à ses plumes est primordial, comme chez tous les oiseaux. Il se débarrasse des poux, nombreux chez les rapaces, puis réordonne ses plumes méticuleusement. L'aiglon prend ses repas plusieurs fois par jour. Il doit ses festins aux marmottes, dont les populations abondantes constituent un véritable garde-manger. Ces prélèvements importants permettent en revanche de limiter les effectifs. Dans la nature, la surpopulation est toujours néfaste. Tout est question d'équilibre. Un an plus tard, début juillet, dans le même terrier, de nouveaux marmottons ont vu le jour. Rien n'a changé alentour. La mère des petits est toujours là. De printemps en printemps, elle remplit à merveille son devoir maternel.
génération en génération, les gestes et les attitudes sont les mêmes. Le père veille toujours sur ses marmottons. Fidèle à son poste d'observation et grâce à sa vue perçante et panoramique, il détecte les moindres changements dans le paysage environnant. Cette année encore, la mère a mis au monde 4 nouveaux marmottons. C'est le nombre moyen de jeunes dans une portée. Jeux collectifs ou jeux individuels, peu importe. La vie s'écoule avec insouciance. De la vivacité, les petits n'en manquent pas, ni d'imagination. L'objectif est d'éveiller l'intérêt de l'autre. À leurs âges, la toilette est souvent individuelle, rarement collective. Le manque d'expérience la rend un peu désordonnée, mais instinctivement, les marmottons savent ce qu'il convient de faire. Ils y mettent du cœur et ils y passent du temps. Mais la toilette peut être interrompue par le petit frère ou la petite sœur en manque de distraction. Si la nature a su offrir à la marmotte cette vigilance redoutable, si elle a su la doter de ce mécanisme étrange qu'est l'hibernation, n'est-ce pas une volonté de préserver à jamais cette légendaire petite sentinelle des montagnes ?